Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose appel sur l'actualité. Appelez-nous, exprimez-vous. 33 9 693 693 70. Juan Gomez. Bienvenue, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Dans un instant, comme tous les jours du lundi au vendredi, vos questions à la rédaction d'RFI. Vous connaissez le principe, s'il vous manque des clés, des repères pour décrypter l'actualité, décrypter tous les sujets que nous traitons dans nos différents journaux. Eh bien, appelez-nous. N'attendez pas d'ailleurs le début de l'émission pour nous rejoindre. 33 9 693 693 70 09 693 693 70. Si vous nous appelez de France, je vous rappelle le principe. Vous nous contactez, vous nous appelez ici à Paris, nous notons vos coordonnées et l'équipe vous appelle dans les minutes qui suivent. Et puis dans 30 minutes, et vous êtes déjà nombreux à souhaiter réagir à cette décision du Congo-Brazzaville d'expulser les étrangers en situation irrégulière. En quelques jours, plus de 1300 ressortissants du Congo-Kinshasa ont été refoulés. Les autorités de Brazzaville affirment vouloir assainir certains quartiers de la capitale en contrôlant les étrangers. Et pour justifier cette opération, eh bien, le ministre de l'Intérieur invoque l'augmentation de la délinquance armée dont seraient responsables certains ressortissants étrangers. En tout cas, de nombreux refoulés affirment avoir été victimes de mauvais traitements. Nous vous donnerons la parole. Dites-nous ce que vous pensez de cette vague d'expulsion. Comment éviter les bavures de ces derniers jours? 33 9 693 693 70. Vos réactions, vos commentaires et vos témoignages également sur la page Facebook de l'émission. Plus de 210 messages postés. J'en lirai évidemment quelques-uns tout à l'heure pour alimenter le débat et la réflexion. Vos questions donc à la rédaction. La première question nous vient de Kinshasa justement. Bonjour Roger. Oui, bonjour Juan. Vous êtes en République démocratique du Congo. Vous avez des questions concernant la décision d'Israël de sanctionner financièrement l'autorité palestinienne. Oui, tout à fait. Oui, dernièrement, la Palestine a entrepris des démarches pour adhérer à des traités internationaux. Et en représailles, Israël a décidé de gêner les taxes qu'il perçoit pour le compte de la Palestine. Moi, je voudrais savoir ce qui dérange Israël dans le fait que la Palestine adhère à ces traités internationaux. Et qu'est-ce qui pourrait éventuellement changer dans le cas d'une adhésion à la Palestine, notamment à la Convention de Genève. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait changer pour les deux États? Effectivement, c'est vrai que les autorités palestiniennes ont demandé d'adhérer à une quinzaine de traités internationaux, dont, vous le disiez à l'instant, Roger, la Convention de Genève qui régit les règles de la guerre et les occupations militaires. Bonjour Daniel Valo. Bonjour. Merci d'être avec nous, journaliste au service international d'RFI. On a bien vu qu'en représailles à cette demande d'adhésion, le gouvernement israélien a aussitôt gelé le reversement des taxes contrôlées par Israël pour le compte de l'autorité palestinienne. Comment peut-on expliquer cette décision d'Israël? Alors, d'abord, je crois qu'il faut rappeler le contexte immédiat. Les Palestiniens avaient promis de ne pas engager de démarche d'adhésion à des conventions internationales durant toute la durée des négociations de paix engagées depuis l'été dernier sous la tutelle des États-Unis. Israël estime donc que l'autorité palestinienne a rompu cette promesse et c'est pour cette raison que le gouvernement de Benyamin Netanyahou répond par des mesures de rétorsion économique. De son côté, les Palestiniens affirme que c'est Israël, en fait, qui a manqué à ses engagements en refusant de libérer la 4e vague de prisonniers conformément à ce qui était prévu initialement. Voilà pour le contexte immédiat. Sur le fond, pourquoi Israël s'oppose à cette adhésion de l'autorité palestinienne aux conventions de Genève? Il y a plusieurs réponses possibles. D'abord, Israël considère que ce processus d'adhésion, c'est un peu technique, relève d'une démarche unilatérale de la part des Palestiniens et que toute démarche unilatérale contrevient à l'esprit du processus de paix et des accords d'Oslo, ce à quoi les Palestiniens ont beau jeu de répondre que Israël, de son côté, ne se prive pas d'engager des mesures unilatérales, par exemple, lorsqu'il autorise la construction de logements pour des colons israéliens. Deuxième raison, et c'est sans doute la plus importante, il y a la crainte pour Israël, in fine, de voir l'autorité palestinienne adhérer à des institutions ou à des conventions internationales qui seraient ensuite susceptibles de permettre aux Palestiniens de traduire en justice Israël ou des responsables israéliens. Alors concrètement, que va changer l'adhésion à la Convention de Genève? Eh bien, il y a une convention, en fait, il y a 4 conventions de Genève. Il y en a une qui intéresse en particulier les Palestiniens, c'est la 4e convention sur la protection des civils. Pourquoi? Eh bien, parce que cette convention, elle définit les devoirs des puissances occupantes sur un territoire donné, figure dans ses obligations
l'évacuation, l'interdiction des transferts de population et l'interdiction de la destruction des biens immobiliers. Les Palestiniens font bien entendu le lien entre cette convention et l'attitude des Israéliens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Cela dit, d'un point de vue juridique, cette adhésion ne changera pas grand-chose en réalité à la situation sur le terrain. En effet, elle ne donnera pas de moyens de pression autres que politiques et symboliques aux Palestiniens vis-à-vis d'Israël. Pour que les Palestiniens puissent un jour exercer une vraie pression sur Israël, juridiquement, il faudra que l'autorité palestinienne adhère au statut de Rome sur la Cour pénale internationale. À ce moment-là, en effet, les Israéliens pourraient craindre des poursuites judiciaires. Pour le moment, Mahmoud Abbas n'a pas lancé cette procédure, mais il en a la possibilité. Et en lançant ses adhésions aux conventions de Genève, à des conventions moins lourdes de conséquences, il dit en réalité qu'il est prêt à brandir cette menace, à arriver au statut de Rome et donc à la Cour pénale internationale. Et c'est ce qui inquiète vraiment Israël. C'est ce qui explique sans doute cette réaction épidermique de l'État hébreu. Ouais. Roger, vous aviez une autre question ? Oui. Bon, est-ce que la sanction d'Israël sur les taxes, est-ce qu'elle est légale ? Est-ce qu'elle est légale ? Est-ce que ce gel des transferts des taxes est légal ? Ça dépend où on se situe. J'imagine que côté palestinien, c'est illégal. Oui, effectivement, le point de vue palestinien, c'est de dire que ce gel des transferts est totalement illégal. En effet, les Palestiniens parlent même d'actes de piraterie de la part des Israéliens. De fait, cet argent qui est gelé par Israël, il n'appartient pas à l'État hébreu, puisque il appartient aux Palestiniens. Il résulte en effet de la taxation des produits arrivant dans les territoires palestiniens. À première vue, donc, Israël n'a pas du tout le droit de geler cet argent. Autre argument avancé par les Palestiniens, ce transfert de taxes, il est régi par les accords d'Oslo qui ont mis en place l'autorité palestinienne et plus précisément par le protocole de Paris qui a suivi ces accords et qui réglait tous les détails économiques des relations entre Israël et l'autorité palestinienne. En gelant ces transferts de taxes, Israël contrevient donc aux engagements pris dans le cadre de ces accords. Ouais, des taxes qui permettent notamment à l'autorité palestinienne de payer, par exemple, les salaires des 150 000 fonctionnaires palestiniens. Merci. Oui, vous souhaitiez rajouter quelque chose ? L'argument des Israéliens, tout de même, qui est de dire que les Palestiniens sont eux-mêmes sortis des règles fixées par Oslo en s'engageant dans des mesures unilatérales, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, et se sont donc de même placés sous la menace de mesures de rétorsion. Merci beaucoup, Daniel Valo, d'être venu répondre à Roger, qui nous appelait de Kinshasa, 10h17 à Paris. Vos questions à la rédaction. Nous allons nous intéresser à la Centrafrique avec Olivier Roger qui rentre tout juste de Bangui et de Centrafrique. Bonjour Olivier. Bonjour Juan, bonjour à tous. Journaliste au service Afrique d'RFI. Trador nous appelle de Suisse. Bonjour Trador. Bonjour Juan. Vous êtes à Neuchâtel exactement. Nous vous écoutons. Oui. Après 6 mois d'arrêt de salaire, le gouvernement a distribué 1 mois de salaire le mois dernier aux fonctionnaires centrafricains. Alors je me demande, est-ce vraiment un signe de redémarrage de l'administration ? Ceci a-t-il permis aux fonctionnaires de reprendre le travail ? Alors, les fonctionnaires qui ont effectivement perçu le mois dernier leur premier mois de salaire depuis septembre dernier. Et la semaine dernière, ils ont perçu leur 2e mois de salaire depuis septembre dernier. Donc 2 mois de salaire en à peu près 7 mois. Est-ce qu'on peut dire que on assiste en ce moment au redémarrage de l'administration centrafricaine ? Alors oui, on assiste au redémarrage de l'administration centrafricaine, mais ce redémarrage est encore très lent et très compliqué. Il faut comprendre que l'État est réellement par terre en République centrafricaine. Les caisses sont vides. L'État n'a plus de recettes douanières ou très peu, celles que produisent le point de passage avec le Cameroun notamment. Il n'y a plus de recettes fiscales puisque la plupart des entreprises sont à l'arrêt. Les particuliers, pour une grande majorité, les contribuables sont au chômage. Il n'y a donc plus d'argent dans les caisses et l'État centrafricain, on est réduit à compter sur les bonnes volontés extérieures, notamment l'appui international. Alors on sait que l'Union européenne, la France ont commencé à injecter des fonds. La France le fait via l'Agence française de développement qui a lancé des projets de travaux à haute intensité de main-d'œuvre afin d'injecter un peu de pouvoir d'achat. On sait aussi que les pays voisins, et notamment le Congo-Brazzaville, a versé de l'argent afin de payer les salaires. L'Angola a promis 10 millions de dollars à la présidente, Madame Catherine Samba-Panza, qui n'ont pas encore été décaissés, mais qui ne devraient pas tarder à arriver. Donc c'est grâce à l'aide extérieure que les fonctionnaires centrafricains sont de nouveau payés. Voilà, c'est grâce à l'aide extérieure. Et alors ce qui est surprenant aussi, et ce qui est étonnant et très positif, c'est que ces fonctionnaires, pour certains,
certains n'ont pas attendu que l'argent arrive pour recommencer à reprendre le travail. Lorsque le gouvernement de transition a été formé et lorsque la situation l'a permis à Bangui notamment, beaucoup sont retournés au travail. On le voit dans les écoles, il y a des professeurs, les écoles ont repris leur activité, les gens travaillent faisant preuve de bonne volonté. Par exemple, au tribunal de Bangui, les greffiers en sont réduits à payer eux-mêmes l'impression des documents qui permettent d'établir les actes juridiques. On le voit dans les écoles, les professeurs n'ont pas de craie, pourtant ils ont réussi grâce à l'UNICEF notamment à obtenir des kits scolaires pour les enfants. Une bonne partie de l'administration a repris le travail, mais il y a d'énormes problèmes. Il y a deux types de problèmes. D'abord, le problème de sécurité, c'est par exemple les fonctionnaires musulmans ne peuvent plus aller travailler. J'ai rencontré au PK5, qui est la grande enclave musulmane des Bangui, des fonctionnaires qui ne peuvent pas aller au bureau parce que s'ils sortent de cette enclave musulmane, ils risquent de se faire assassiner par les anti-Balaka. Au tribunal, les juges n'osent pas condamner les criminels, notamment les miliciens anti-Balaka, qui sèment parfois la terreur dans les quartiers, parce qu'ils se disent menacés et craignent des représailles le soir lorsqu'ils rentrent chez eux dans les quartiers. Il faut comprendre qu'il n'y a plus de police, plus de gendarmerie et plus d'armée. Du moins, les fonctionnaires existent toujours, mais ils ne sont pas armés, et ce, en vertu d'une résolution des Nations Unies, ce qui fait que la sécurité n'est pas assurée. On voit bien évidemment qu'avant de parler d'un redémarrage complet de l'État centrafricain, il faudra que ce pays puisse de nouveau bénéficier de forces de sécurité en bon état de marche, et ça, cela dépendra du travail effectué par les ministres notamment, puisque les Nations Unies ont exigé que des listes de policiers, des listes de militaires, des listes de gendarmes soient établies, qu'une espèce de nettoyage soit fait dans l'administration afin d'éviter que les forces de défense et de sécurité ne basculent à nouveau dans certains groupes d'autodéfense et que les armes, le jour où ils retrouveront leurs armes, soient disséminées dans la nature. Donc avant de parler d'un redémarrage complet de l'État, il faudra que les Centrafricains retrouvent leurs forces de défense et de sécurité. Ouais, en tout cas, le gouvernement de Bangui a lancé il y a une dizaine de jours un recensement des fonctionnaires et des agents de l'État pour connaître enfin la réalité des effectifs de la fonction publique. On parle de plus de 21 000 fonctionnaires et agents de l'État à suivre. Merci beaucoup Olivier Roger, de retour de Centrafrique. Trador, merci d'écouter RFI à Neuchâtel sur internet rfi.fr. 33 9 693 693 70. Une question, même plusieurs questions concernant la crise politique en Libye. Bonjour Sayouba. Bonjour Juan et bonjour à toutes les auditeurs de la Radio France Internationale. Nous vous écoutons. Quelles sont vos questions? Alors, j'ai juste des questions sur la Libye, et que la première est que le nouveau Premier ministre Abdallah Al-Taïni, nommé la semaine dernière, a démissionné de ses fonctions ce dimanche. Je voudrais savoir quelles sont les raisons de la démission du Premier ministre et quelles seront les prochaines étapes de la formation d'un nouveau gouvernement en Libye pour une transition apaisée. Démission surprise, effectivement, 4 jours seulement après avoir été chargé par le Parlement de former un nouveau gouvernement. Eh bien, le Premier ministre Al-Taïni annonce qu'il jette l'éponge. Bonjour Marine Casalis. Bonjour Rohan. Vous êtes notre correspondante dans la région, vous suivez le dossier libyen. Que s'est-il passé? Comment expliquer une telle démission? Alors en fait, dans la nuit de samedi à dimanche, des hommes armés ont attaqué Abdallah Al-Thani et sa famille au niveau de leur maison située sur la route de l'aéroport. Il faut savoir qu'Al-Thani est proche du bloc des islamistes. Donc pour plusieurs sources locales, eh bien, elles estiment que l'attaque a été commise par des hommes opposés à ce bloc. Mais pour d'autres, eh bien, il s'agirait au contraire d'un groupe plus radical qui voulait voir ces hommes placés dans le nouveau gouvernement qu'Al-Thani devait former et cherchait donc à faire pression sur lui. Il faut se souvenir que les attaques sont courantes contre les personnalités politiques en Libye. Son fils avait lui-même été enlevé pendant plusieurs mois, et l'ancien Premier ministre Ali Zidane avait été également enlevé pendant quelques heures en plein Tripoli. Cette annonce survient donc au moment où les autorités semblaient être en passe de régler un blocage au niveau des terminaux pétroliers, blocage qui dure depuis cet été, même si les exportations n'ont pas encore repris. Alors quelles seront les prochaines étapes pour former un gouvernement ? Alors, pendant 6 mois, le Parlement avait voulu se débarrasser de l'ancien Premier ministre Ali Zidane, mais n'arrivait ni à atteindre le nombre de voix nécessaires, ni à se mettre d'accord sur l'identité de son remplaçant. Donc, trouver un nouveau candidat pour le poste de Premier ministre, pour remplacer Al-Thani, pourrait prendre du temps. En attendant, Abdallah Al-Thani l'a annoncé, il renonce donc à former un nouveau gouvernement, mais il reste Premier ministre par intérim, en attendant la nomination par le Parlement de son remplaçant. Mais cela ne devrait globalement pas changer la donne sur la situation en Libye, puisque les autorités centrales ont très peu de contrôle sur l'ensemble du territoire. Sayouba, vous aviez une autre question, toujours sur la Libye, évidemment. Oui, exactement. J'ai une deuxième question.
le procès des 37 dignitaires du régime Kadhafi a été reporté hier. Oui. Ma demande est quelle garantie propose la justice libyenne pour un procès équitable alors que ce pays est en pleine instabilité et en plus, est-ce que le procès est encadré par des institutions internationales? Alors, le procès de 37 proches de Mouammar Kadhafi, dont 2 de ses fils. Déjà, pourquoi a-t-il été ajourné hier, Marine? Alors, donc ce procès, donc il avait repris dans une ambiance très tendue. L'audience a eu lieu sous haute sécurité et plusieurs médias locaux ou internationaux ont été empêchés d'entrer pour ces mêmes raisons de sécurité. Et en fait, ce procès a une nouvelle fois été ajourné car la plupart des détenus n'ont pas eu accès à leurs avocats et la Cour a décidé de statuer sur le fait de savoir si ces détenus pouvaient être présents par conférence vidéo. Parce qu'il faut savoir que parmi cette trentaine de dignitaires, eh bien, l'un des plus prominents, donc Saïf al-Islam Kadhafi, est toujours détenu dans la ville de Zintan, qui refuse de le remettre à Tripoli. Et il y a également plusieurs autres accusés qui sont détenus dans la ville de Misrata. Et le trajet en fait de leur lieu de détention jusqu'à la cour est jugé trop risqué. Donc la cour a décidé lundi qu'elle autoriserait leur future présence par conférence vidéo quand le procès réouvrirait le 27 avril, malgré évidemment tous les problèmes que l'on peut imaginer que cela peut créer, notamment en termes d'accès à leurs avocats. Et en 2 mots, Marine, vraiment en 2 mots, les garanties que propose aujourd'hui la justice libyenne pour un procès équitable à ces 37 dignitaires? Eh bien, en 2 mots, il n'y en a quasiment aucune, et c'est d'ailleurs ce que dénoncent toutes les organisations internationales. La Libye souhaite juger notamment Saïf al-Islam sur son sol, ce que condamne la Cour pénale internationale. Vous voyez bien, Saïf al-Islam Kadhafi est détenu à Zintan, et les autorités de Zintan ne veulent même pas le rendre aux autorités de Tripoli. Donc, on voit vraiment mal quelle garantie la Libye offre à ces accusés. Merci beaucoup, Marine Cazalis, d'avoir été avec nous. Sayouba, merci de votre fidélité. On accueille Anissa Al-Jabri du service politique d'RFI. Bonjour Anissa. Bonjour. Des questions concernant l'avenir politique des Verts en France après leur décision de ne pas participer au gouvernement de Manuel Valls. Bonjour Ladji. Bonjour Juan, bonjour à tous les éditeurs de RFI. Vous êtes en Mauritanie, nous vous écoutons. Je suis en Mauritanie, au sud de la Mauritanie, plus précisément dans la région du Guimaga, dans le village de Kininkoumou. Kininkoumou, d'accord, on vous écoute. Je vais seulement vous poser sur la politique française. Pourquoi les écologistes ont refusé de participer dans le gouvernement de Manuel Valls? Quel est leur avenir dans cette politique et quelle est leur place au sein du Parlement? Alors Anissa, expliquez-nous simplement pourquoi les Verts ont refusé d'entrer au gouvernement alors que Manuel Valls leur proposait quand même un super ministère. Alors, faut repréciser, ce ne sont pas totalement les Verts, c'est Cécile Duflot, parce que les écologistes, surtout les parlementaires, sont pas très contents qu'elle ait pris ces décisions. Elle l'a prise un petit peu toute seule. Alors c'est vrai qu'elle avait prévenu. Elle a un différentiel, enfin, elle a une opposition de valeur avec Manuel Valls. On se souvient qu'ils ont eu un différend très fort quand il était ministre de l'Intérieur sur la question des Roms. Lui, il avait dit seule une minorité peut s'intégrer. Et elle avait répondu, eh ben, ces propos, ça va au-delà de ce qui met en danger le pacte républicain. Donc on comprend que c'est très violent comme opposition. Et puis Cécile Duflot, surtout pour elle, Manuel Valls, c'est un peu le socialiste de droite et c'est le cas aussi sur les questions économiques et sociales. C'est vraiment quelqu'un qui va incarner jusqu'au bout le pacte de responsabilité. Et dans le pacte de responsabilité, il y a, on va voir le détail très bientôt, 50 milliards d'euros d'économies. Et eh bien, il semblerait que Cécile Duflot ait su un petit peu les arbitrages qui se préparaient et qu'elle ait pensé qu'elle ne voulait pas assumer ce qui allait probablement, ce qui va peut-être bientôt ressembler à une politique d'austérité, des coupes dans les services publics. Et elle s'est dit aussi que la base de son parti, qui est bien plus à gauche qu'on ne le sait en théorie, bien plus à gauche que les parlementaires, eh bien la base de son parti n'accepterait pas ça. Voilà, donc il y a clairement des problèmes de fond entre Cécile Duflot et Manuel Valls. Quel avenir maintenant pour les Verts? Certains disent mais c'est un suicide politique de ne pas être au gouvernement. En attendant, ils sont quand même présents à l'Assemblée nationale et au Sénat, où ils ont
un groupe. Et puis les socialistes ont quand même un petit problème, c'est que sans eux, ils sont pas sûrs d'avoir systématiquement la majorité absolue au Parlement. Surtout que, je ne sais pas si vous avez pu suivre, mais une partie des députés socialistes sont très en colère. Ils ont été 90 à signer un texte pour demander des inflexions du gouvernement. Ils ont menacé, ils ont dit attention, si au gouvernement on fait pas plus de justice sociale, on pense pas un peu plus au pouvoir d'achat, il y a des textes qu'on ne votera pas. Donc très probablement, à court terme, le gouvernement va un petit peu cajoler les écologistes. Merci beaucoup Anissa Al-Jabri du service politique d'RFI. Reste avec nous dans 30 secondes tout juste, le journal, et on revient tout de suite après.